Attention, cette vidéo fait partie d'une série composée de plusieurs épisodes. Ceci est le deuxième épisode. Regardez le premier avant celui-ci. Les liens des autres épisodes sont dans la description. De manière très générale, les ferrofluides sont principalement composés de trois espèces chimiques. Les particules solides et le liquide porteur, auquel on ajoute un tension-actif, Les particules sont de l'ordre du nanomètre soit 10 puissance moins 9 mètres. et servent de soluté, c'est-à-dire qu'ils sont dissous dans un liquide. Le plus souvent, ce sont des particules de magnésie, De ferrite, Ou de maghémite. mais ce n'est pas tout. On peut également trouver des particules métalliques, comme le nickel. le cobalt, Ou le fer. Elles ont pour avantage d'avoir une plus forte aimantation, mais s'oxydent bien plus rapidement, perdent leur capacité, et donc sont moins utilisées. Ensuite, le liquide porteur fait office de solvant, et on en trouve deux sortes. Les solvants polaires, Nasreddin, on avait dit non. Mais l'ours polaire, c'est drôle, non? Non. Bon. bref, les solvants polaires et les solvants organiques. Les premiers sont utilisés le plus souvent en médecine. On peut citer l'eau et l'alcool. Les seconds, composés de carbone, servent dans les milieux commerciaux ou industriels, car ils ont une grande stabilité à la température. En effet, chaque utilisation nécessite des particularités spécifiques. Pour les joints de voiture, par exemple, il faut des ferrofluides d'une faible viscosité et une pression de vapeur basse. Les amortisseurs ont au contraire besoin de ferrofluides avec une viscosité élevée. Ceux utilisés pour les haut-parleurs, enfin, doivent bien résister à la chaleur. Enfin, il faut rendre notre ferrofluide stable, ce qui lui permettra de conserver ses capacités et ses caractéristiques à long terme. Cette stabilité dépendra de la taille des nanoparticules, mais également de certaines forces. Déjà, la force de Van der Waals. C'est une force attractive proportionnelle à la dimension des particules. Oh, j'en ai un. On t'écoute, Nasreddin? Il y a aussi la force magnétique, qui correspond à une interaction entre les deux pôles, positifs et négatifs, des particules. Et on doit aussi prendre en compte la gravité, mais la majorité des expériences sur les ferrofluides ont été faites sur Terre, donc... Afin d'y parvenir, il faut faire en sorte que les nanoparticules qui le composent se repoussent à courte distance. C'est tellement triste. Cela est lié au choix du liquide porteur. Mais on peut également provoquer cette réaction en y ajoutant un tension-actif ou surfactant. Les surfactants sont composés de deux parties. Une partie hydrophile qui se fixe à la particule, et une partie hydrophobe qui se fixe au solvant. Ainsi, certains de ces tensioactifs permettent de lier le plus efficacement le liquide porteur et les particules en suspension. Une suspension colloïdale est un mélange avec au moins une phase dispersée dans un milieu suspensif. Ces deux phases peuvent être liquides, solides ou gazeuses. D'accord, c'est cool. Mais c'est quoi le rapport exactement? Mais si, les ferrofluides sont bien des suspensions colloïdales. Regarde, les particules de magnémite ou autres font office de phase dispersée, et le milieu suspensif est représenté par le liquide porteur. Plus précisément, ce sont des sols, c'est-à-dire que F1 est solide et F2 liquide. Merci, Diban. Si j'ai bien compris, pour qu'un produit soit considéré comme un ferrofluide, il doit avoir des propriétés magnétiques et des propriétés liquides, quel que soit le champ magnétique présent. Et ce n'est pas tout, ils sont paramagnétiques, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas d'aimantation spontanée, mais qui en acquièrent une sous l'effet d'un champ magnétique extérieur. Quand on les met sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, les ferrofluides forment des patrons réguliers à sa surface, souvent sous forme de pics. Oh, c'est beau. Oh, j'aime bien celui-là. Oh, magnifique. Oh. Oh. Enfin, s'ils sont soumis à une température trop élevée, ils perdent leurs propriétés magnétiques, leur aimantation permanente. C'est ce que l'on appelle la température de Curie, à ne pas confondre avec la température de cumin. Bon, bref, elle est variable en fonction des composants. Au-dessus de cette température, le matériau est dans un état magnétiquement désordonné, c'est-à-dire paramagnétique. Mais le matériau retrouve ses propriétés ferromagnétiques quand la température redescend en dessous de la température de Curie. Alors, on a synthétisé des ferrofluides? Oui, on a essayé. Tout d'abord, le matériel. Bien sûr, nous avons utilisé des béchers, Plein de béchers. Un agitateur magnétique? Une burette. une éprouvette graduée de 50 ml exactement, Une pipette jaugée? 200 ml exactement. Et des aimants. Bon, mais qu'est-ce qu'on met dans ce ferrofluide? Alors, nous avons utilisé du chlorure ferreux, FeCl2, Du chlorure ferrique, FeCl3. Mais c'est la même chose! Bien sûr que non, il y a un 3 à la place d'un 2. bref, Oui. On a aussi utilisé de l'hydroxyde d'ammonium, de formule NH4OH. De l'hydroxyde de tétraméthylammonium, soit C4H13NO. Et pour compléter, de l'eau distillée. attention, certains produits que nous utilisons sont inflammables, corrosifs, toxiques
dangereux pour l'environnement et explosif. Dis-moi, on vit dangereusement? Justement, on n'oublie pas de porter des gants, des lunettes, une blouse et on travaille sous haute. Nous avons commencé par fabriquer les solutions de chlorure ferreux et de chlorure ferrique car nous ne les avions pas sous la main. Nous avons donc prélevé 1,35 g, c'est-à-dire 2 mols par litre, donc 1,35 g pour 50 ml, de FeCl3, puis avons fait la première solution. En remplissant tout d'abord aux 3/4 puis jusqu'au trait de jauge, nous avons suivi le même protocole pour la seconde solution, avec 2 g, pour correspondre à 1 mol par litre dans 50 ml, et on les mélange. Nos deux solutions concoctées, nous avons pu commencer la synthèse des ferrofluides en tant que tels. Nous avons tout d'abord mélangé 4 ml de chlorure ferrique avec 1 ml de chlorure ferreux dans le bécher avec l'agitateur magnétique et l'avons laissé tourner le plus longtemps possible. Entre-temps, nous avons préparé nos éprouvettes graduées. Comme nous n'en avions pas de 50 ml sous la main, nous nous sommes débrouillés avec deux de 25 ml. Une fois nos éprouvettes remplies, nous avons versé le contenant dans notre première solution, qui tournait toujours. Nous avons vu un précipité marron puis noir se former au fur et à mesure que nous versions l'ammoniac sur le mélange de chlorure ferrique et ferreux. Malheureusement, nous avons dû raccourcir le temps de mélange, car il nous restait peu de temps. Nous avons laissé décanter en l'installant au-dessus d'un aimant au néodyme en équilibre entre deux bouts de bois. Et avons tenté de séparer la phase aqueuse des ferrofluides en laissant l'aimant au fond du bécher. Cette technique, apparemment infructueuse, nous avons décidé de tenter avec un papier filtre. Mais là encore, les particules de ce qui semblait être les ferrofluides ne restaient pas compactées et passaient dans le bécher receveur. Nous avons décidé de tout remettre dans le bécher d'origine et de patienter jusqu'à la fin de la semaine. Plus tard, nous avons observé le résultat donné après quelques jours de décantation. Nous avons obtenu une poudre qui flottait dans l'eau, aimantée malgré tout. Cela est probablement dû aux particules de magnésie qui ne sont pas homogénéisées, probablement parce que nous n'avons pas suffisamment remué. De plus, la poudre était marronâtre et correspond probablement aux particules de fer qui se sont rouillées, donnant cette étrange couleur. Nous avons fait une deuxième tentative, plus tard, qui fut bien sûr plus rapide après une première mise en pratique. Nous avons doublé les doses de poudre de fer dans les solutions de fer 3 et de fer 2, dans le but d'en produire potentiellement plus, car il n'y avait qu'une quantité obtenue minime. Nous avons donc mis 2,7 g de FeCl3 et 4 g de FeCl2. La première partie s'est écoulée comme durant notre première tentative, à l'exception que nous avons laissé tourner la solution plus longtemps. Preuve d'une plus grande quantité de matière, la solution était bien plus noire que la première fois. Ayant retenu la leçon, nous avons directement laissé la solution décanter et avons attendu jusqu'à la semaine prochaine. La solution obtenue ressemblait à la première, mais il y avait au fond une pâte visqueuse, noirâtre, très semblable au ferrofluide. Nous avons rapproché un aimant de la pâte et elle a bien réagi au champ magnétique. Les ferrofluides sont donc, avec nos instruments et niveaux, plutôt compliqués à synthétiser. Selon d'autres témoignages et essais de chimistes expérimentés, ce n'est pas une sinécure à produire. En revanche, il faut toujours compter un temps relativement long, notamment pour le mélange et la décantation. Mais il ne faut pas oublier que le premier ferrofluide a été créé en 10 mois. La science aura toujours des progrès à faire. D'accord, mais on ne sait toujours pas en quoi il pourrait aider à épurer l'eau. On y vient, Nasreddin, on y vient.